Good morning poker. Au poker, les joueurs peuvent être classés selon leur style de jeu, qui combine souvent leur tendance à miser et la sélection de leurs mains à travers les ranges. Il est donc très important que vous intégriez le profil des joueurs au niveau de vos évaluations, de votre hand reading, et que vous puissiez vous ajuster en fonction de leur profil et de trouver une manière de les exploiter. Voilà les principaux profils de joueurs qui sont en fait générés par deux types de bascules. D'abord, un joueur peut être plutôt passif, c'est-à-dire qu'il mise pas beaucoup, il check beaucoup, il fold beaucoup, ou alors agressif, à l'inverse, un joueur qui mise souvent ou qui mise très fort, ou la combinaison des deux d'ailleurs. Et puis, il y a une deuxième type de bascule, un joueur qui est serré, tight en anglais, qui joue pas beaucoup de mains, ou au contraire qui est large, loose en anglais, c'est-à-dire qui joue beaucoup de mains. Et donc, ça nous donne un certain nombre de profils types, et c'est très important que vous puissiez attribuer rapidement à chaque joueur un profil de façon à ce que vous puissiez évidemment l'exploiter. Et vous-même, vous devez être conscient du profil, de la réputation que vous projetez au niveau de votre jeu. Et donc on va regarder différents profils qui recouvrent pratiquement toutes les possibilités. Les joueurs tight passifs, qu'on peut appeler en abrégé les types tight passifs. Les nits sont les serrures, les joueurs qui jouent pratiquement aucune main. Les lops, c'est-à-dire les loose passifs, qu'on appelle plus communément les calling stations, sont des joueurs qui payent à peu près tout, même avec des mains qui sont underdog, qui sont dominées. Les tight agressifs, qui est un des meilleurs profils, notamment dans les niveaux bas et moyens, ça veut dire un joueur serré mais agressif en même temps. Et après, il y a les joueurs loose agressifs, donc les joueurs lag sont des joueurs qui jouent beaucoup de mains et en plus de manière agressive, avec donc beaucoup de mises et des mises importantes parfois. Et puis il y a l'exagération des lags qui sont les maniaques qui jouent beaucoup de mains et d'une façon extrêmement agressive et qui misent pratiquement tout le temps. Donc on va regarder ça dans le détail et on va voir quelle est la manière de s'adapter et d'exploiter donc chacun de ces profils. On va commencer par les joueurs types. C'est les joueurs les plus faciles à exploiter. Sont des joueurs passifs et serrés en même temps, qui jouent peu de mains. Et donc sont des joueurs qui sont en général effrayés de miser. Et voilà ce qu'il faut faire pour les exploiter. D'abord, quand ils sont dans les blindes et que les blindes sont importantes dans un tournoi, donc dans une fin de tournoi ou dans la deuxième partie d'un tournoi, ces joueurs types, ces joueurs passifs serrés, ont tendance à se coucher facilement si ils n'ont pas une main forte dans les blindes. Vous pouvez donc faire du vol de blinde, c'est-à-dire quand vous êtes en position au cut-off ou au bouton, dans les positions tardives, vous pouvez miser, même avec des mains marginales, et vous verrez que très souvent, il y a une tendance de ces joueurs à se coucher sur une mise euh, lorsqu'ils sont dans les blindes. Il y a un deuxième endroit où peuvent se coucher, ce type de joueurs, c'est après le flop. Un joueur type, passif et serré en même temps, bon, a suivi pré-flop, mais il n'a pas touché le board, il n'a pas connecté avec le board, c'est-à-dire que ces deux cartes n'ont rien donné, une top pair ou même une middle pair, ils n'ont rien donné au flop,
Et donc, si vous êtes en position sur eux, par exemple, vous êtes encore une fois au cut-off ou au bouton et eux sont dans les blindes, eh bien, un c-bet, une mise de continuation, va les faire folder leurs mains, surtout lorsqu'ils sont hors de position. C'est également le cas quand ils ont ouvert UTG, mais qu'ils n'ont pas connecté le flop non plus. Et l'essentiel, c'est d'être en bonne position par rapport à eux, en position relative après eux, et donc de faire une mise de continuation euh, si vous avez vous-même ouvert le coup ou 3 bêtes le coup pré-flop. Cette mise de continuation, elle doit être suffisamment forte pour les faire envisager de folder, mais suffisamment faible pour minimiser le risque, évidemment. Donc tout est dans le sizing que vous allez mettre, et on va évidemment, lors de la prochaine session de Good Morning Poker, on va travailler les sizing. La, la manière de miser, c'est un point fondamental. Vous vous souvenez, il y a 3 points fondamentaux dans le Rochampoc. Il y a la position, il y a les ranges et il y a les mises. Comment on utilise les chips. Donc une mise de continuation va faire folder très souvent ces joueurs, trop souvent, et on appelle ça aussi post-flop des joueurs FOF, fit or fold, c'est-à-dire où j'accroche le board, où je me couche. Fit, euh, je connecte, ou fold, donc fit or fold, FOF. Et c'est très intéressant de repérer ce type de joueurs, parce que vous allez pouvoir les exploiter de manière assez importante avec ces mises de continuation. Ensuite, vous avez une troisième façon, c'est de valoriser vos mains. Lorsqu'un joueur type a relancé pré-flop, ça donne une main très solide. Si vous avez une main encore plus forte, par exemple une main qui sont les nuts ou les quasi-nuts, c'est-à-dire par exemple vous avez touché un brelan au flop ou une quinte, vous pouvez très bien augmenter vos mises pour valoriser votre main et extraire de la valeur de ce type de joueur parce qu'il sera persuadé qu'avec sa top pair, il est devant et il va vous payer euh, un certain nombre de mises sur une voire plusieurs streets. Ensuite, vous pouvez bluffer ce type de joueur, encore une fois parce que ce sont des joueurs fit or fold, et donc ils auront tendance à croire vos mises. Un bluff bien exécuté va souvent les amener à se coucher, et encore plus s'ils n'ont pas réussi à toucher le board. Un exemple, ça va être un flop As 8 4 et vous n'avez pas d'As, mais le joueur type non plus qui a checké suite à ce board. Eh bien, une mise ici va pouvoir faire coucher le joueur type ou un check back et puis une mise au turn euh, avec une scare card, par exemple un roi qu'il n'aura pas non plus, il va check. Là, en misant, vous allez pouvoir le faire folder. Vous pouvez transformer également des mains en bluff comme des tirages couleurs ou des tirages quintes surtout. Donc si vous touchez la quinte ou la couleur, vous allez pouvoir miser pour value dans la street suivante s'il continue à payer. Et si il fold, vous avez tout gagné parce que vous aurez gagné le coup avec une mise en bluff. La cinquième façon d'exploiter ce type de joueur, ce sont des mains marginales. Par exemple, vous avez la deuxième paire au board, mais votre adversaire n'a pas la top pair. Et donc, vous allez jouer, vous allez miser avec ces mains marginales, deuxième paire, ou alors un tirage couleur ou tirage quinte, même gutshot,
vous pouvez faire une mise qui va très souvent lui faire abandonner sa main. Évidemment, les joueurs types sont l'inverse des calling stations que l'on va voir et on ne peut bluffer que des joueurs types qui abandonnent facilement le coup, y compris au flop. Si le joueur type paye au flop et que ensuite vous vous retrouvez à la turn, il faut réévaluer la situation. Il a peut-être touché quelque chose et il a envie de vous suivre par la suite. Et pour ça, il faut observer les schémas de jeu. Donc, les joueurs passifs serrés, les joueurs types, ont des schémas de jeu prévisibles. Ils misent toujours de la même façon par rapport à tel ou tel board. Ils checkent dans telle et telle situation et ils sont souvent standards dans leur façon de miser ou de checker. Et donc, vous allez pouvoir exploiter cela parce qu'ils n'ont pas de capacité à changer leurs habitudes. Voilà pour les joueurs types, c'est vraiment les joueurs les plus faciles à exploiter. Euh, et donc, je suis sûr que vous allez en trouver dans toutes les tables. Alors, on va parler maintenant des joueurs tag. C'est exactement l'inverse des joueurs types. Ce sont des joueurs serrés, tight, donc, mais agressifs. En général, les joueurs les plus compétents sont tag. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours jouer tag. Quelquefois, il faut desserrer le jeu dans certaines situations. Mais on dit souvent au poker que tight is right, c'est-à-dire que jouer serré, c'est la bonne façon de gagner. Donc c'est un joueur qui joue un nombre restreint de mains, en général en dessous de 25% en 6 max et en dessous même de 20% en 9 max ou une table full ring donc. Et donc en moyenne, hein, bien entendu, en fonction de la position, c'est euh, moins lorsqu'on est en début de parole et plus lorsqu'on est en fin de parole. Mais en moyenne, 25%, c'est un joueur tag. Alors, tight. Alors, agressif, pourquoi? Parce que dès que un joueur rentre dans la main, un joueur tag rentre dans la main, à ce moment-là, il va miser. Il va miser notamment, il va miser pré-flop en faisant éventuellement un 3 bet et il va miser post-flop en faisant souvent des continuation bets, des c-bets, voire doubles, des doubles barrels, c'est-à-dire qu'il va jouer, il va miser à la fois en continuation bet au flop et au turn. Comme dit Benny, un second bar. Alors, les joueurs tag, il faut être très sélectif lorsque vous allez rentrer dans un pot avec eux et il faut resserrer votre range et ne pas jouer avec des mains marginales contre un joueur tag. Par exemple, un roi 9 off, vous êtes au bouton, un joueur tag a ouvert en début de parole, c'est pas une très bonne idée de faire un call. Vous serez souvent dominé par la main qu'il aura ouverte, parce qu'il va ouvrir UTG par exemple avec environ 16% des mains. Et donc votre roi 9 sera en mauvaise posture contre un range aussi serré. Il faut également être très attentif à leur relance. Par exemple, un 3 bet pré-flop, ça indique en général une main forte, une main premium. Et si vous avez une main spéculative, comme As-3 suité, soyez prêt à vous coucher, alors que contre un joueur plus loose ou moins compétent, vous auriez tendance à faire un call ici. Ensuite, vous pouvez profiter de leur agressivité, c'est-à-dire que un joueur tag aura peut-être une fréquence de continuation bet post-flop de 100% ou de 90%. Donc si vous avez une main très forte, comme des nuts ou des quasi-nuts,
que vous avez touché par exemple au flop ou à la turn, vous pouvez souvent tirer beaucoup de value en les laissant miser et mener l'action. Vous vous contentez de call une fois, deux fois, et éventuellement vous faites de la value en plus à la river. Ce sont des joueurs qui vont souvent faire des mises de continuation en bluff parce qu'ils savent que les joueurs qu'on vient de voir, les types, très souvent fold contre ces mises de continuation. L'agression, le fait de miser au poker est un des trois éléments fondamentaux avec la position et la sélection des ranges. Et donc, les joueurs tag ont bien compris que miser était beaucoup plus valable que payer. Donc, les joueurs tag font souvent des mises de continuation. Il faut être capable de se coucher par rapport à une main très faible si vous n'avez pas de tirage pré-flop au flop et surtout si ce joueur tag a ouvert en début de parole et qu'il a été l'agresseur pré-flop. Il faut savoir lâcher des coups contre ce type de joueur et éventuellement éviter la confrontation, les raises, etc. Et donc il faut vous préparer avec ce type de joueur à jouer post-flop. Le jeu post-flop est beaucoup plus subtil que pré-flop. C'est pas juste une sélection de mains par rapport à votre position. Il s'agit de planifier sur 3 streets ce que vous allez faire, combien de streets vous pouvez tirer de value, euh, comment transformer votre main en bluff, est-ce que je continue à miser ou pas, est-ce que je continue à payer ou pas, est-ce que je relance même. Donc ce type de joueurs tag sont souvent à l'aise post-flop et donc soyez très prudent, notamment lorsque vous êtes hors de position. Vous êtes OOP, out of position. Mais vous pouvez également exploiter leur prévisibilité. Les joueurs tag, comme je vous ai dit tout à l'heure, peuvent très bien faire des c-bets systématiques, parce qu'ils ont vu que ça marche, et donc repérer leur plan de jeu. Et si vous voyez qu'ils font des c-bets systématiques, faites un float, c'est-à-dire payer leur continuation bet pour réévaluer la situation ensuite au, à la turn. Et en particulier, si vous êtes en position, vous pouvez très bien float une fois, voire faire sur un check de leur part une mise à la turn qui pourrait les faire folder. En résumé, pour exploiter un joueur tag, vous devez être beaucoup plus sélectif dans les mains que vous choisissez de jouer. Vous devez prêter attention à leur relance et à leur schéma d'agression. Et vous devez être prêt à vous adapter à leur style de jeu pour maximiser vos gains. Ceci dit, ce sont les joueurs probablement les plus difficiles à jouer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que tight is right, mais too tight is neat. C'est-à-dire que si vous avez repéré que jouer serré était bien, jouer trop serré est carrément catastrophique. C'est catastrophique parce que les autres joueurs vont vous repérer et vont vous exploiter. Un joueur neat, c'est un joueur serrure, c'est un joueur qui ne joue que des mains excellentes, des premiums. Et donc, s'ils n'ont pas ce type de main, d'abord, vous allez pouvoir les voler. Donc, dans les blindes, vous allez pouvoir systématiquement miser si vous êtes le premier à ouvrir le coup au cut-off ou au bouton. Vous allez pouvoir les exploiter parce qu'ils vont très souvent folder leur blinde s'ils n'ont pas une premium. Donc, vous pouvez les attaquer régulièrement avec des relances pré-flop. Ensuite, c'est vraiment le royaume de la mise de continuation. Les nits, c'est des fit or fold. Dès qu'ils n'ont pas touché le board, ils vont folder. Donc les mises de continuation, elles ont une énorme probabilité de succès contre eux. Et si jamais ils payent votre mise de continuation, voire ils vous relancent,
vous devez être capable de folder parce qu'ils ont probablement une main très forte. De votre côté, si vous avez les nuts, et bien là, vous allez pouvoir tirer un maximum de valeur de ce type de, de profil, parce qu'il s'agit d'un profil qui ne va pas lâcher sa top pair top kicker. Par exemple, As-Roi sur un flop, As 8-4, et vous avez par exemple paire de 8 et vous avez touché le brelan, vous allez pouvoir payer ou relancer sur plusieurs streets la main du nit parce qu'il va vous payer jusqu'à la river. D'un autre côté, il faut que vous évitiez de vous engager dans des confrontations avec des nits sans cette main très forte. Ils ont pratiquement aucun bluff dans leur range et ils jouent agressivement uniquement avec une main très solide. Si vous faites 3 bêtes ou 4 bêtes par un nid pré-flop, ils ont les as ou les rois. Et donc c'est gravé dans le marbre. Est-ce que des nits peuvent changer leur façon de jouer? Très rarement, parce qu'ils sont persuadés de détenir la bonne façon de jouer. Et donc, étant donné que les nits jouent très peu de mains, il est parfois nécessaire d'être patient et d'attendre vraiment une main forte avant de chercher à les exploiter. Si ils relancent et vous font un check raise par exemple sur votre continuation bet au flop, eh bien vous foldez. Patience. Je pense que c'est la principale qualité des joueurs de poker. Et puis les nits, eux aussi, ils jouent de manière très prévisible. Notez la façon dont ils choisissent leurs mains, la façon dont ils relancent, et tout ça évidemment, vous le verrez quand il y a un showdown, et notez le type de cartes avec lesquelles ils étaient rentrés dans le coup, et vous serez un très bon exploitant par rapport à ce type de joueur. C'est un type de joueur qui est très facile à exploiter si on est patient. Les calling stations, c'est une vraie bénédiction au poker, sont des joueurs qui payent tout. Ils sont loose passifs, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup de mains, mais de manière passive, en payant. D'où le nom call, qui veut dire payer, calling station, donc quelqu'un qui passe son temps à tout payer. Et donc, ils ne font que suivre. C'est pour ça qu'ils sont loose passifs, parce qu'ils suivent les mises au lieu de relancer. Et donc, du coup, avec une main forte, vous avez envie de miser, de miser, de miser. Ils vont même payer des mises très importantes avec la deuxième meilleure main ou la troisième meilleure main. Par exemple, vous avez top pair avec kicker roi sur un flop as 8-4, et puis ils vont vous payer avec as dame ou as valet, voire as 5. Évidemment, de temps en temps, au turn ou à la river, vous aurez la carte qui sort qui va leur faire double paire, mais la plupart du temps, vous allez extraire un maximum de value avec ces joueurs. La contrepartie de cette valorisation sur les calling stations de vos mains fortes, c'est de passer à zéro bluff. À chaque fois, il y a plein de joueurs qui me racontent des bluffs qu'ils ont tentés contre des joueurs et ils disent il a suivi avec n'importe quoi, avec la quatrième paire, et il a payé jusqu'à la river, j'ai fait 3 barrels bluff et il a tout payé. Eh oui, les calling stations payent tout, même quand elles ont hauteur as. Et donc, c'est simple, avec les calling stations, zéro bluff. Et vous ne serez pas déçus. Et puis, si vous faites check-check jusqu'à la river, eh bien, tant pis, c'est celui qui aura la meilleure main qui gagnera un pot minuscule. Justement, à propos de la taille du pot, évitez de faire des mises avec des tirages ou avec des mains marginales contre une calling station. Il va vous payer
Et puis si vous ne touchez pas votre tirage quinte ou votre tirage couleur, eh bien ça ne va rien donner. Et si vous continuez à miser, vous allez juste faire grandir la taille du pot, mais vous n'aurez pas finalement le gain du pot à la fin parce qu'ils vont payer toutes vos mises. Vous pouvez jouer des mains spéculatives contre eux, beaucoup. Par exemple, des as suités avec des petits kickers ou des connecteurs suités, parce que ça va vous permettre de toucher des grosses mains qu'ils vont payer. Et attention à ce que ces mains-là ne payent pas des 3 bêtes ou des énormes mises d'autres joueurs, parce que il est probable que ça ne sera pas rentable de jouer ces mains spéculatives contre eux. Lorsqu'ils passent à l'action, ces joueurs-là, eh bien c'est très dangereux. Ça veut dire qu'ils vont miser quelque chose d'extrêmement fort. Donc si une calling station tout d'un coup fait un 3 bet ou un raise, vraiment pensez sérieusement à folder votre main, sauf si vous avez un calcul qui vous permet de vous dire ici je peux avoir la meilleure main ou je peux toucher les nuts avec une bonne chance. Notez justement toutes les tendances de ces calling stations, avec quoi ils relancent et avec quoi ils payent et jusqu'où ils sont prêts à payer. Évitez-les de les bluffer, jamais. Contrôlez la taille du pot et jouez avec des mains spéculatives si c'est pas trop cher. Les joueurs lag. Les joueurs lag, ce sont les joueurs les plus difficiles à jouer, pas parce qu'ils sont meilleurs que les joueurs tag, mais parce qu'ils jouent beaucoup de mains et donc ils ont cette approche à la fois loose et agressive qui fait que ils misent et ils relancent fréquemment sur beaucoup de mains. Et donc face à ce type de joueur, il faut vraiment resserrer vos ranges et ne pas vous laisser embarquer dans des coups contre eux avec des mains marginales. Ce joueur lag, ensuite, il va vous mettre la pression, donc il va remiser. Donc si vous n'avez pas connecté le board, vous allez devoir continuer à payer et il va vous enlever beaucoup de votre stack. Et à la fin, vous allez probablement lâcher parce que vous n'aurez pas touché votre tirage ou les cartes que vous espériez. En revanche, si vous avez une main très forte, des premiums ou post-flop, des nuts ou des quasi-nuts, vous pouvez tirer un maximum de valeur de votre main contre ces joueurs-là, en les laissant littéralement s'empaler sur votre bonne main. Et donc, vous pouvez envisager de faire un certain nombre de calls qu'ils vont trouver, certains d'entre eux, les bons joueurs suspects, mais les mauvais lags vont continuer à miser, par exemple avec une top pair contre un brelan ou avec une top pair avec un mauvais kicker contre votre top pair avec un bon kicker. Et donc vous allez profiter de leur agressivité, y compris avec des mains marginales. Donc dès lors que vous avez quelque chose de valable, comme par exemple top pair good kicker, top pair donc TP GK ou TP TK, top pair top kicker, vous pouvez les laisser mener l'action et les coller et voir les relancer pour extraire de la valeur. Attention, il y a des joueurs lag qui vont repérer que vous faites un raise et ils vont immédiatement calmer leur action. Surtout si vous-même vous êtes un joueur tag. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez contrer leur agressivité en faisant simplement du call ou du check call.
Euh, Si vous pouvez repérer des schémas dans leurs actions, par exemple, ils relancent systématiquement euh, en position tardive comme cutoff ou bouton, ou bien ils font systématiquement des C-bet, une fréquence de continuation bet à 100%, vous pouvez les exploiter en ajustant votre jeu avec beaucoup de calls sur des très bonnes mains. Le plus important, c'est de garder votre calme parce que ces joueurs peuvent être assez énervants de tout le temps miser. Et vous savez bien entendu que très souvent leurs mises sont des mises en bluff, puisqu'ils ne peuvent pas avoir autant de bonnes cartes, que ce soit pré-flop ou post-flop. Et donc, prenez vos décisions sur la force de votre main et sur la lecture de la situation, plutôt que d'être influencé par leur style de jeu. Adaptez-vous aux joueurs lag parce que eux-mêmes sont capables de changement. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont repérer que vous les collez avec des mains premium et donc ils vont peut-être changer d'attitude vis-à-vis de vous en repérant que vous êtes un joueur, par exemple, qui a compris leur agression systématique. Jouez avec des mains fortes contre eux en les faisant miser et payer et gardez votre calme. Alors comme tight is right, mais too tight c'est neat, eh bien loose is good, mais too loose c'est maniaque. J'ai rien contre la ville de Toulouse, hein, c'est que juste ça fait too loose. Voilà. Alors, un joueur maniaque, c'est un joueur extrêmement agressif et imprévisible. Donc c'est un lag, mais qui exagère, qui, qui rentre dans tous les coups, même avec des mains complètement trash, comme 8 et 2 off, 9 et 3 off. Et donc ces joueurs-là, voilà comment on peut les exploiter. Il faut attendre une bonne main, et donc de ne jouer aucune main marginale. Mais quand vous avez une bonne main, il va littéralement s'empaler sur cette main-là. Euh, Ne vous engagez pas dans des confrontations inutiles. Jouez prudemment. Ne jouez que quand vous avez des mains fortes. Et par exemple, le cas typique, c'est top pair, good kicker. Eh bien, laissez le joueur maniaque miser et répondez uniquement en faisant un call et pas forcément une relance agressive. Si maintenant vous avez les nuts, vous pouvez faire un raise. C'est à peu près sûr que le joueur maniaque va call ou faire un re-raise. Et donc, vous pouvez dans certains cas relancer vos nuts. Par exemple, vous avez un brelan au flop, vous pouvez très bien le relancer. Un joueur maniaque ne va pas le voir et il va continuer à miser sa top pair. Simplement, cette agressivité constante, comme les joueurs lag, peut vous faire sortir de vos gonds. Par exemple, vous vous rendez compte au showdown qu'il a deux paires parce qu'il a été rentré dans le coup avec 8 et 3 off. Vous devez garder votre calme. C'est très important contre ce type de joueurs parce que leur but, c'est de vous faire péter les plombs et de perdre votre sens du jeu. Mais vous pouvez exploiter leur imprévisibilité. Ils ont des schémas au niveau de leur agressivité qui sont assez fréquents et constants. Et donc, ils sont incapables de sortir de leur schéma d'agressivité par rapport à tel ou tel type de main. Ceci dit, soyez prêts à vous adapter. Un joueur maniaque peut très bien avoir été maniaque parce qu'il est en tilt, par exemple, ou parce qu'il a décidé de changer complètement de tactique par rapport à des frustrations sur les parties précédentes. Vous ne savez pas pourquoi il est maniaque à un moment donné. Ça peut être également un énorme rush d'un joueur, on va dire, normal, mais qui, tout d'un coup, a tellement de bonnes mains qu'il décide d'envoyer tapis à chaque fois. Donc,
soyez prêt à vous adapter au changement. Un maniaque n'est pas forcément maniaque pendant toute la partie. En résumé, ajustez votre roche-en-poc, c'est-à-dire la combinaison euh, des trois fondamentaux du poker, position, range et mise, en fonction du profil du joueur. C'est le premier ajustement que vous allez faire et vous allez donc évidemment euh, profiter du profil du joueur pour modifier votre façon de miser vos ranges, resserrés ou élargis, et votre action en position ou hors de position. Il est très important que lors des premières orbites d'un tournoi ou d'un n'importe quelle partie, vous notiez mentalement ou par une prise de note le profil du joueur. Et surtout, c'est très important, il faut vous adapter. Il faut adapter vos décisions au type de joueur. Et rappelez-vous que le poker, c'est un jeu de personnes qui se joue avec des cartes. Et donc, les adversaires sont fondamentaux et leurs profils sont fondamentaux dans votre façon de jouer. Votre façon de jouer ne doit pas être automatique, elle doit s'adapter à un jeu de personnes. À bientôt!